Si la mort assassinait brutalement vos amis dans des accidents étranges et que vous étiez le prochain sur la liste, que feriez-vous? Il n'y a aucun endroit sûr où se cacher, et elle n'arrêtera pas de traquer chacun d'entre vous jusqu'à ce que vous soyez tous morts. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la mort dans Destination Finale 4. Dans 5 minutes, tout le monde ici sera mort. Ces 4 amis regardent la course automobile espérant voir un accident, quand Nick remarque que quelque chose ne va pas. Il lève les yeux et aperçoit une énorme fissure dans les fondations du bâtiment. Il a alors le sentiment étrange que quelque chose de terrible va se produire. La mort vient de choisir ses prochaines victimes et s'apprête à transformer cet endroit en enfer sur Terre. Sur le circuit, un objet se détache de l'arrière d'une des voitures et atterrit sur la route. Tout à coup, une voiture roule dessus, ce qui fait basculer le véhicule dans les airs et projette un pneu dans la foule, en décapitant une femme au passage. Paniqués, les spectateurs se précipitent vers les sorties, mais une autre voiture prend feu et percute les tribunes, écrasant un autre homme à mort. Le capot d'une autre voiture est projeté hors de la piste et coupe ce couple en deux. La mort s'en donne à cœur joie, et alors que la foule tente par tous les moyens de se frayer un chemin vers la sortie, Nick se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de sortir vivant d'ici. Ok, c'est le chaos total. Les sorties sont bloquées, le bâtiment s'effondre et les voitures de course écrasent les spectateurs dans les tribunes. Mais il y a en fait une chose que Nick peut faire pour avoir plus de chances de survivre que n'importe qui d'autre. Dans les années 50, le gouvernement a mis en place l'administration fédérale de la défense civile afin d'apprendre au public comment se protéger en cas de raid aérien ou d'attaque nucléaire. La principale recommandation était de se baisser et de se protéger si on se trouvait dans un bâtiment en train de s'effondrer. Le problème, c'est que dans cette tribune, il n'y a rien sous quoi les gens puissent se cacher. Il faut donc adopter une autre stratégie de protection appelée le triangle de la vie. Maintenant, cette stratégie n'est pas une recommandation officielle du gouvernement, mais elle est parfaitement adaptée à cette situation, parce que les seuls éléments sûrs sont les poutres de soutien. Il faut se positionner à côté de ces dernières et se mettre en position fétale sur le sol. Ça créera un triangle de sécurité qui vous protégera de l'effondrement du bâtiment. Le plafond finira par s'effondrer à son point le plus faible, entre les poutres de soutien, et ses piliers sont renforcés par des barres d'acier. Nous aurons donc beaucoup plus de chances de survivre si nous nous recroquevillons dans un de ces endroits pendant que tous les autres se précipiteront pour trouver un moyen de s'échapper. Tout à coup, un énorme morceau du plafond s'écroule sur la foule piégée à la sortie, et Nick se retourne à la recherche de sa petite amie. C'est alors qu'une explosion se produit, et il voit Laurie et le gardien de sécurité consumés par les flammes. Projeté en arrière par le souffle, il est poussé directement contre un morceau de fer à béton. Mais juste avant de mourir, il se retrouve subitement de retour dans les gradins comme si rien ne s'était passé. Nick regarde autour de lui perplexe, mais il commence lentement à réaliser qu'il revit les événements qui ont précédé l'accident et qu'ils sont tous sur le point de mourir s'il ne quitte pas cet endroit immédiatement. Son pote refuse de partir et le pousse dans la foule, ce qui a pour effet de renverser quelqu'un et de déclencher une bagarre. Nick et ses amis sortent en courant des gradins, et les spectateurs en colère les suivent hors du complexe pour finir ce qu'ils ont commencé. À l'extérieur, il leur dit qu'il va y avoir un terrible accident, mais ils ne le croient pas. Tout à coup, ils entendent une explosion, et quand ils se retournent, ils voient le public courir pour sauver sa vie tandis qu'une boule de feu jaillit derrière eux. Cet homme tente de retourner à l'intérieur pour sauver sa femme, mais le gardien de sécurité le retient pour assurer sa protection. Et c'est à ce moment-là qu'une roue jaillit de l'arène et décapite cette jeune femme exactement comme dans la vision. Et ils sont tous figés de stupeur. Ça en fait une de moins, et il en reste 8. Et la mort ne fait que commencer. Cette nuit-là, Nick et ses amis se retrouvent dans un café pour discuter des décès horribles dont ils viennent d'être témoins. Mais le petit ami a le sentiment que ce n'est que le début. Sa copine suggère qu'ils se rendent tous au mémorial ce soir pour rendre hommage aux victimes de l'accident, mais les autres refusent d'y retourner. C'est alors qu'il leur raconte qu'il a eu une vision de tout ce qui allait se passer, y compris sa propre mort. Mais son pote pense qu'il a survécu parce qu'il avait son jeton porte-bonheur sur lui. Ouais la chance de ce mec va tourner plus tôt qu'il ne le pense, parce qu'il va connaître la mort la plus horrible de tout le groupe. Ok, c'est une situation assez étrange parce que Nick a clairement vécu sa propre mort et il n'a aucune explication à ce qui vient de se passer. Maintenant, cette expérience opère en dehors du domaine scientifique parce qu'il n'y a aucun moyen de prouver que ce qu'il a vu ou vécu était réel. Mais s'il avait simplement suivi l'actualité, il aurait rapidement compris que ce n'est pas la première fois qu'un truc comme ça arrive. Nous pouvons voir dans ce reportage télévisé que le nom du circuit automobile est McKinley Speedway.
Et McKinley, c'est la même ville où il y a 4 ans, plusieurs jeunes ont trouvé la mort dans les montagnes russes d'un parc d'attractions local. Mais une jeune fille et ses amis sont descendus de l'attraction parce qu'elle avait le pressentiment qu'ils allaient tous mourir. S'ils habitent dans la même ville, il ne serait pas difficile de faire le lien entre les événements et de se rendre compte qu'il y a eu au moins 3 occasions distinctes où des jeunes ont eu des prémonitions de leur propre mort. Et tous les survivants de ces tragiques accidents sont morts à présent. Ces jeunes ne veulent pas aller à la cérémonie commémorative, mais nous devrions absolument y aller, parce que c'est là que nous aurons le plus de chances de trouver tous les survivants réunis au même endroit avant qu'ils ne commencent à mourir. Maintenant, nous ne disposons pas d'informations suffisantes pour déterminer si la mort va nous traquer dans un ordre particulier, mais nous avons de bonnes raisons de penser que nous allons tous mourir dans des accidents bizarres. La meilleure chose à faire est donc de garder un œil sur tout le monde à chaque instant pour éviter que ça ne se produise. Je leur montrerai les résultats de mes recherches et je les convaincrai de porter des caméras et des oreillettes, parce qu'ils pourraient mourir à tout moment pour n'importe quelle raison. Et si nous pouvons voir les signes annonciateurs de leur mort, nous pourrons peut-être les alerter et les aider à échapper à la situation. Maintenir les autres en vie est certainement une bonne chose, mais ma véritable motivation, c'est d'utiliser les autres pour recueillir des preuves sur la manière dont la mort tente de les éliminer, de façon à savoir ce que je devrais rechercher quand elle décidera de s'en prendre à moi. Nous devons considérer les autres survivants comme un moyen d'obtenir des informations, parce que plus nous en saurons sur la menace, et plus nous réussirons à y échapper le plus longtemps possible. Le soir de la cérémonie commémorative, les survivants assistent à la messe pour rendre hommage aux victimes. Nick s'apprête à partir avec sa petite amie quand un agent de sécurité du circuit automobile les intercepte. Il s'apprête à demander au petit ami comment il a su que l'accident allait se produire quand un autre survivant s'en prend à l'homme et reproche à l'agent d'avoir laissé sa femme mourir. Il utilise des propos racistes et dit à l'agent qu'il va se venger. De retour chez lui, Nick est en train de dormir quand il fait un rêve dans lequel il voit une maison avec une porte rouge, un crochet métallique et une énorme boule de feu. De l'autre côté de la ville, le raciste se rend dans son véhicule chez l'agent de sécurité dans le but de se venger. Il sort une croix en bois de l'arrière de sa dépanneuse, mais détache accidentellement le crochet en la faisant tomber par terre. Il le laisse dans la rue et commence à creuser un trou dans la pelouse de l'agent de sécurité pour y planter la croix quand une rafale de vent fait tomber la décoration de son rétroviseur, ce qui allume la radio. Les vibrations sonores de la musique font alors tomber ses canettes de bière du tableau de bord sur le levier de vitesse, ce qui fait sortir le camion de sa position de stationnement. Le véhicule se met à rouler et l'homme court pour monter à l'intérieur, mais les portes sont verrouillées et il n'a aucun moyen de l'arrêter. Derrière lui, le crochet du camion s'accroche à ses jambes et commence à le traîner sur le trottoir. Puis, un bidon d'essence se renverse à l'arrière de son camion et alors qu'une chaîne produit des étincelles sous l'effet du frottement, la traînée de carburant prend feu. L'homme est tiré à travers la rue en hurlant tandis que son corps tout entier est englouti par les flammes. Tout à coup, le camion explose dans une énorme boule de feu, projetant la tête du raciste sur la pelouse du gardien de sécurité, grillé à point. Ça fait 2 de moins. Et il en reste 7. Ok, Nick aurait vraiment dû voir ça venir, parce que la mort lui a donné des indices dans un rêve quelques heures avant que tout ça n'arrive. Ce rêve contenait des informations cruciales que nous ne pouvons pas ignorer, parce que si nous pouvons les utiliser pour anticiper ce qui va se passer, alors nous pourrions être capables de retarder notre mort aussi longtemps que possible. Le premier indice du rêve était une porte rouge avec le numéro 617. Il n'y avait pas de nom de rue, mais nous pourrions dresser une liste des adresses de la ville avec ce même numéro pour découvrir si quelqu'un que nous connaissons y habite. L'information suivante était un crochet sur une chaîne. Pendant la cérémonie commémorative, nous avons vu que ce redneck en colère portait un collier avec un crochet, ce qui me laisse penser que cet homme pourrait mourir à cette adresse dans un avenir proche. C'est un avantage majeur parce que si nous savons à l'avance que le redneck est la cible principale, nous pourrions l'utiliser comme cobaye et tendre un piège à la mort. Si les survivants restants contribuent financièrement à la construction d'une sorte de boîte résistante aux balles et l'enferment à l'intérieur sans que la mort puisse jamais y entrer, nous obtiendrons des informations extrêmement utiles. Soit la mort l'épargnera et tuera la victime suivante, soit elle ne passera pas à l'autre personne avant que le redneck ne soit mort, ce qui serait formidable pour les autres survivants. Ce qui est intéressant, c'est que Nick a accès à des informations qui pourraient étayer cette stratégie, parce qu'elle a déjà été utilisée par une ancienne survivante du vol 180 qui a fait la une des journaux locaux. Elle a réussi à échapper à la mort pendant plus d'1 an en s'enfermant dans un asile psychiatrique, et elle n'est morte qu'en quittant l'établissement lorsqu'elle a voulu aider d'autres survivants. La seule différence dans ce cas, c'est que nous utilisons cette stratégie contre la volonté de quelqu'un, afin d'observer comment la mort réagit à la situation.
Aussi cruel que ça puisse paraître, il serait difficile pour le redneck de contester nos méthodes parce qu'il a déjà été pris pour cible. Et dès qu'il sera libéré de la prison que nous aurons construite pour lui, il sera tué par la mort. S'il reste en vie assez longtemps, nous pourrons alors confirmer que la mort est régie par des règles bien précises quant aux personnes qu'elle doit tuer. Et nous devrions garder le redneck en cellule aussi longtemps que possible afin d'empêcher la mort de s'en prendre à nous ensuite. Le lendemain, Laurie reçoit un appel de son amie lui demandant d'allumer la télévision. Elle voit alors un reportage sur la mort du redneck dans un accident bizarre. Elle demande à son petit ami Nick de venir voir et il est choqué quand il reconnaît la porte rouge de son rêve. Il a alors tout à coup une autre vision dans laquelle il voit des ciseaux, une cigarette allumée et l'œil d'une femme. Réalisant qu'il s'agit d'un schéma récurrent, il dit à sa petite amie que le rêve qu'il a fait la nuit dernière était une vision contenant des indices sur la mort du redneck et qu'il vient d'en avoir une autre. Quelqu'un d'autre va être tué, mais il n'a aucune idée de qui sera la prochaine victime. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une des autres survivantes se fait couper les cheveux dans un salon de coiffure, mais la mort est déjà en train de mettre son plan à exécution. La coiffeuse apporte un verre d'eau et le pose sur le meuble, et la condensation fait glisser une bombe à aérosol vers un fer à lisser brûlant. La coiffeuse est focalisée sur les cheveux de la femme et ne remarque pas qu'au-dessus d'elle, le ventilateur commence à se détacher. Tout à coup, ses enfants entrent en courant dans le salon et glissent sur le sol, ce qui distrait les deux femmes. Et c'est là que le spray surchauffe et se dirige vers le ventilateur, ce qui le fait tomber du plafond et s'écraser sur le sol. Heureusement, il ne touche pas la femme, mais la mort n'en a pas encore fini. Après son rendez-vous, elle s'apprête à quitter le salon quand le jardinier passe avec sa tondeuse à gazon et projette une pierre directement vers la femme. La pierre lui transperce l'œil comme dans la vision de Nick. Et ça fait donc 3 de moins et il en reste 6. Ok, la mort commence à être un peu rouillée ici. Il lui a fallu plusieurs tentatives pour parvenir à tuer cette femme qui était pourtant assise immobile dans un fauteuil de coiffeur. Et à ce stade, elle commence à perdre toute crédibilité. Avec un tel taux de réussite, nos chances de survie viennent de considérablement augmenter. Ce qui est une excellente nouvelle pour les autres survivants. Quant à la pierre qui l'a tuée, il n'y avait vraiment aucun moyen de l'éviter. Et étonnamment, ce n'est pas un scénario sans précédent. Les tondeuses à gazon tuent en moyenne dans les 70 personnes chaque année. Mais même si c'est statistiquement improbable, elle avait en fait une chance de survivre. Bon, cette femme avait rencontré Nick plus tôt à la cérémonie commémorative. Et comme Nick savait qu'elle faisait partie des survivants, il aurait très bien pu la prévenir, elle et les autres, que la mort était à leur trousse dès qu'il l'a compris. Avec cette information, tout le scénario aurait pu se dérouler différemment. Et ça nous ramène à Tweedledee et Tweedledum. Aussi espiègles que soient ces deux gamins, ils sont en fait une bénédiction cachée parce que, selon la prémonition de Nick, ils ne sont pas morts dans l'accident, donc ils ne sont pas sur la liste des personnes à abattre de la mort. La femme aurait donc pu utiliser ses propres gosses comme bouclier anti-mort en cas d'attaque surprise ou d'événements bizarres. La mort aurait alors dû travailler beaucoup plus dur pour trouver un moyen efficace de la tuer, parce qu'elle ne peut pas encore tuer les enfants si ce n'est pas encore leur heure de mourir. Si les propres règles de la mort l'empêchent de tuer des gens avant que ce ne soit leur tour, alors ces deux garnements auraient bien pu être la ligne de défense la plus efficace de cette femme, et elle aurait pu les utiliser en toute sécurité comme bouclier protecteur pendant le reste du trajet jusqu'à la maison. Le lendemain, Nick et ses amis apprennent la mort de la mère et décident de se retrouver. Il leur parle de ses visions et la petite amie leur montre des articles trouvés sur Internet. Ces anciens survivants avaient eu des prémonitions d'accidents tragiques similaires avant qu'ils ne se produisent, mais chacun d'entre eux a été tué dans le même ordre que s'ils n'avaient pas survécu. Ils réalisent tous que la même chose va leur arriver s'ils ne trouvent pas le moyen de l'empêcher. Les amis sont terrifiés et quittent l'appartement, mais c'est alors que Nick a une autre vision. Il voit une flamme jaillir d'un chalumeau, une bonbonne de gaz voler dans les airs et une bobine de câble. Il vient de percevoir des indices sur la façon dont quelqu'un d'autre va mourir, et il se rend compte qu'il pourrait être capable de découvrir qui sera le prochain. Cette nuit-là, il parcourt le circuit automobile pour essayer de déterminer qui est mort et dans quel ordre. Mais sa mémoire n'est pas assez bonne pour assembler les pièces du puzzle. Tout à coup, le gardien de sécurité l'attrape par derrière et leur demande pourquoi ils sont là. Après lui avoir expliqué sa vision, le gardien lui montre les images de vidéosurveillance du jour de l'accident, et Nick détermine l'ordre dans lequel les survivants restants sont morts. Le mécanicien, ses deux amis Janet et Hunt, le gardien de sécurité, sa petite amie et enfin lui-même. Il suggère qu'il pourrait peut-être briser cette malédiction en sauvant la vie du mécanicien, mais la mort a déjà une longueur d'avance sur eux. Le lendemain, ils se rendent au garage où travaille le mécanicien. La petite amie lui dit que 3 des survivants de l'accident sont morts dans des accidents bizarres et qu'il pense qu'il sera le prochain.
Poursuivant la conversation à l'extérieur, il leur dit que sa femme est morte dans l'accident et qu'il ne peut pas gérer ce genre de superstition en ce moment. Mais personne ne se rend compte que la mort a déjà enclenché une série d'événements. Dans le garage, un récipient bascule et renverse son contenu sur un treuil motorisé. Le câble commence à se dérouler et la camionnette à laquelle il est relié commence à reculer. Mais elle s'arrête à quelques centimètres de l'écraser sur place. L'homme s'en sort indemne, mais tout à coup, le treuil se détache et arrache l'extrémité de la bonbonne de gaz. Propulsée vers l'avant, elle projette l'homme contre la clôture métallique avec une telle force que son corps passe carrément à travers. Ce qui nous fait 4 victimes, et il en reste 5. Ok, nous avons une nouvelle occasion rare d'utiliser quelqu'un comme cobaye pour tester la théorie qui pourrait nous aider à tous survivre. Nous pourrions peut-être battre la mort à son propre jeu en trouvant un moyen de mourir avant qu'elle ne nous atteigne, puis d'être réanimés. Dans cette optique, nous pourrions rencontrer le mécano dans un endroit privé et demander à quelqu'un d'apporter discrètement un défibrillateur pour tenter d'arrêter son cœur. Maintenant, ce serait en réalité assez difficile à réaliser et il faudrait avoir de la chance pour y parvenir, mais ça vaudrait quand même la peine d'essayer. Tout d'abord, pour tuer quelqu'un avec un défibrillateur, il faut créer une arythmie cardiaque. Mais on ne peut y arriver qu'en chargeant au bon moment ce qu'on appelle une onde T dans le rythme cardiaque normal. Si le timing est bon, ça produira une fibrillation ventriculaire qui est une arythmie fatale, et il mourra. Le problème suivant, c'est que cette technique ne peut pas être utilisée à travers un vêtement ou une pilosité corporelle épaisse. Nous devrons donc l'immobiliser et soulever sa chemise. Enfin, certains défibrillateurs ne délivrent pas de décharge s'ils détectent un bon rythme cardiaque sans arythmie. Nous devons donc trouver le bon type de défibrillateur pour que ça fonctionne. Nous aurons beaucoup d'obstacles à surmonter ici, mais si nous y parvenons, ça pourrait sauver la vie de tout le monde. La mort est très à cheval sur les règles, et lorsque votre cœur se sera arrêté, vous serez officiellement mort, et la dette de vie aura donc été réglée. Nous pourrons ensuite vous ramener à la vie à l'aide des défibrillateurs, et même si le risque est élevé, ce sera déjà du temps supplémentaire. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, et même si la mort ne vous laissera pas la tromper, nous pourrions quand même gagner à condition de respecter les règles. Avec un autre survivant mort, le garde de sécurité exige qu'il prévienne les autres. Mais Nick n'a aucune idée de qui sera le prochain à mourir. Ses amis Janet et Hunt sont morts en même temps dans sa prémonition. Et la seule solution qu'il a, c'est qu'ils se séparent pour essayer de les sauver tous les deux. De l'autre côté de la ville, Hunt s'apprête à répondre au téléphone quand un gamin l'asperge d'eau. Énervé, il pousse le gosse dans la piscine et lui vole son pistolet à eau qu'il jette derrière une clôture. Mais ce dernier active le système de vidange de la piscine. Et Hunt ne se rend pas compte qu'il vient ainsi de déclencher le processus qui va le mener à sa mort. Pendant ce temps, Janet se rend au lavage auto pour nettoyer son pare-brise quand elle reçoit tout à coup un appel de son amie Laurie. Elle lui dit rapidement où elle se trouve avant de raccrocher et d'entrer dans le tunnel de lavage, sans se douter qu'il s'agit du piège mortel le plus propre jamais conçu. En passant entre les brosses, son antenne est arrachée et projetée vers un boîtier électrique, ce qui provoque des étincelles. Sa voiture est bloquée et les laveurs la coincent des deux côtés. Mais à ce moment-là, le système électrique de sa voiture tombe tout à coup en panne et le toit ouvrant commence à s'ouvrir. Un tuyau éclate juste au-dessus de la voiture et un jet d'eau puissant s'abat sur le véhicule qui commence à se remplir d'eau avec Janet à l'intérieur. Forçant le toit ouvrant à s'ouvrir davantage, elle passe sa tête à travers la fente, mais reste coincée quand celui-ci se referme tout à coup sur son cou. Le boîtier électrique se remet en marche et recommence à pousser le véhicule à travers le tunnel vers un des énormes rouleaux de lavage qui va lui arracher la tête. À la dernière seconde, elle est sauvée par les autres survivants qui entrent avec leur voiture et la poussent hors de danger. Laurie grimpe sur le toit du véhicule et aide son amie à sortir du toit ouvrant, la mettant en sécurité juste avant qu'un tuyau géant ne manque de les écraser. À la piscine, Hunt se détend quand une balle de golf renverse tout à coup son verre, ce qui lui fait perdre son jeton porte-bonheur. Le voyant tomber dans l'eau, il plonge pour le récupérer, mais la succion du drain l'entraîne au fond, et il ne parvient pas à se libérer. Il est piégé au fond de la piscine et personne ne semble entendre ses cris. Nick arrive enfin et appelle son ami, mais avant qu'il ne réalise où il se trouve, la pression de la pompe atteint un niveau critique et ses organes sont aspirés hors de son corps. Ça en fait donc 5 de moins et il en reste 4. Ok, aussi horrible que ça puisse paraître, ce type d'accident est beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. Le drain d'une piscine a en fait une force d'aspiration incroyable, suffisamment puissante pour entraîner un adulte dans son courant.
Maintenant, il se serait de toute façon noyé en moins de 3 minutes. Quant à Janet, malgré le caractère désespéré de la situation, elle avait de nombreuses occasions de s'échapper de ce piège mortel sans aucune aide. Essayer de sortir par le toit ouvrant n'était pas une mauvaise idée, mais elle n'a pas réfléchi à toutes les conséquences. Ne sortir que la tête de la voiture limite votre mobilité. Alors il aurait été plus logique de sortir d'abord vos bras, parce que vous auriez alors pu utiliser votre poids pour vous hisser hors de la voiture. Si l'ouverture était trop étroite, j'aurais également essayé de le pousser avec mes pieds afin de créer une force opposée plus importante pour ouvrir davantage le toit ouvrant. Maintenant, même si on suppose que rien de tout ça n'aurait fonctionné, il y avait encore un excellent moyen pour elle de s'échapper par la vitre latérale en utilisant les sièges de sa voiture. On peut en effet briser la vitre en détachant les appuis-têtes, en coinçant les extrémités métalliques dans le coin du cadre de la vitre et en la tirant vers l'arrière. Ça permettrait de fissurer la vitre suffisamment pour la briser et s'échapper. Et ça demanderait beaucoup moins de temps et d'efforts que de donner des coups de pied dans le pare-brise, puisque les vitres de voiture sont en verre trempé. Elles sont donc conçues pour résister aux chocs violents, comme les coups de pied. Les brise-vitres peuvent facilement casser une vitre de voiture parce qu'ils concentrent la force appliquée sur une surface aussi petite que possible. Et même si un appui-tête n'a pas été conçu pour ça, il fera très bien l'affaire. Cette nuit-là, le couple sécurise sa maison, mais la petite amie est terrifiée. Elle sait qu'une fois que le gardien sera mort, elle sera la prochaine. Et à ce moment-là, un vent froid souffle dans la pièce. Une tasse de café se renverse, se répand sur un journal et met en évidence les mots « Par l'action, ils ont été sauvés ». Comme ils ont réussi à sauver Janet, ils pensent que ce message est un signe que la malédiction a été levée. Ils se rendent chez le gardien pour lui annoncer la nouvelle, mais lorsqu'ils entrent, ils le trouvent pendu au plafond. Tout à coup, il commence à s'étouffer et la corde se rompt. Quand il lui demande pourquoi il fait ça, il explique qu'il a essayé toute la journée de mettre fin à ses jours, mais que rien n'a fonctionné. Pensant qu'ils sont enfin libérés de la malédiction, ils décident de faire la fête. Mais dès le lendemain, les choses vont empirer. Le jour suivant, Nick est en train de nettoyer l'appartement quand la télécommande tombe par terre et que la télévision s'allume, diffusant un reportage sur le cow-boy du circuit automobile qui est hospitalisé depuis l'accident. Tout à coup, Nick a une autre vision et il voit une ambulance, un robinet qui fuit et le symbole du caducée hospitalier. S'il y a eu un autre survivant, alors c'est lui le prochain sur la liste de la mort, ce qui signifie qu'ils sont tous encore sous le joug de la malédiction. Il monte dans sa voiture et appelle le gardien de sécurité pour lui dire de le rejoindre à l'hôpital. Parallèlement, le cow-boy est allongé dans son lit quand il sent des gouttes tomber sur son visage. Il lève les yeux et constate que le plafond est envahi par l'eau. Il essaie alors d'alerter le personnel soignant, mais il reçoit tout à coup une décharge électrique et fait tomber le bouton d'appel de son lit, ce qui le prive de tout moyen d'appeler à l'aide. Nick et le gardien de sécurité trouvent finalement le cow-boy dans sa chambre d'hôpital, mais avant qu'il puisse lui venir en aide, une baignoire de l'étage supérieur tombe à travers le plafond et écrase l'homme à mort. Ça fait donc 6 de moins, et il n'en reste plus que 4. Ok, ça fait beaucoup à digérer. Aucun d'entre eux ne savait que ce cow-boy était un des survivants, et le fait qu'il soit encore en vie était la seule raison pour laquelle le garde de sécurité n'a pas pu emprunter la sortie par la petite porte. Ça, c'est en fait très important parce que ça révèle clairement une des failles particulières de la mort qu'on devrait pouvoir utiliser à notre avantage. Tout ça nous indique que si vous avez trompé la mort et que ce n'est pas encore votre tour de mourir, vous ne pourrez tout simplement pas mourir. Du coup, je voudrais découvrir à quel point on est résistant aux balles, de quelle manière les chutes de hauteur importantes peuvent nous affecter, et toute autre chose qu'on pourrait imaginer tester. Faire un peu de recherche au nom de la science pour définir les limites de cette faille nous permettrait de mieux comprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, et comment l'utiliser à notre avantage. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que la seule raison pour laquelle le gardien de sécurité est non tuable, c'est parce que le cow-boy est toujours en vie. Donc, si c'était moi qui me trouvais dans cette situation, je ferais tout mon possible pour sauver ce type. Si nous ne sommes pas autorisés à mourir, le destin ne devrait pas pouvoir nous tuer. Et comme une énorme baignoire tombant sur notre corps nous tuerait à coup sûr, alors une fois que j'aurais décidé de sauter pour lui sauver la vie, nous créerions un nouveau scénario prédéfini dans lequel la baignoire ne tomberait jamais, puisqu'elle ne pourrait pas me tuer avant que ce ne soit mon heure. Avec cette malédiction de la mort, nous pourrons substituer notre propre action à une autre issue prédéterminée, ce qui est un super pouvoir que n'importe quel héros Marvel nous envierait. Nous pourrons vivre notre vie en défiant complètement toute forme de risque, dans le but de lutter contre de nouvelles et plus dangereuses façons de tromper la mort.
Par exemple, en sauvant d'autres personnes qui seraient mortes sans notre intervention. Nous pourrions trouver des citoyens ordinaires et les transformer en survivants, ce qui les ajouterait à la liste des personnes à abattre par la mort. Dans ce cas, ils seraient très probablement ajoutés à la liste après vous. Mais nous avons également appris que la mort vous épargnerait si quelqu'un vous sauvait la vie, ce qui vous replacerait à la fin de la liste. Sauf que cette fois-ci, la liste serait beaucoup plus longue. En sortant de l'hôpital, Nick traverse la rue avec l'agent de sécurité pour aller chercher les filles, quand une ambulance surgit tout à coup de nulle part et renverse l'homme. Nick est complètement sous le choc de la mort de l'agent et réalise que la vision qu'il a eue plus tôt concernait à la fois le cow-boy et l'agent de sécurité. Ça en fait donc 7 de moins, et il n'en reste plus que 3. Il se dépêche de retrouver sa petite amie et se rend au centre commercial en voiture quand il remarque une publicité pour le film que les filles allaient voir. Il a tout à coup une vision d'engrenages qui tournent, de clous qui volent dans les airs et d'une énorme explosion à l'intérieur d'un cinéma. Il sait que ses amis sont en danger immédiat et il est prêt à tout pour les sauver. Mais il est peut-être déjà trop tard. Sur un chantier de construction, l'équipe se dirige vers la pause déjeuner. Mais personne ne remarque un rayon de soleil qui illumine un tas de sciures de bois. Emporté par le vent, une toile de bâche mal fixée s'accroche à un interrupteur et met en marche un énorme ventilateur qui fait rouler ce chariot vers l'avant. Laissant une traînée de térébenthine, celui-ci mène directement au cinéma où se trouvent Laurie et Janet. Et personne ne se doute qu'un incendie se déclare derrière l'écran et que ce n'est qu'une question de temps avant que tout le bâtiment ne soit en flammes. Nick trouve les filles dans le cinéma et leur annonce que le gardien de sécurité est mort. Laurie se lève alors pour partir, mais Janet refuse de les accompagner et ne veut plus fuir son destin. Le couple la laisse alors derrière eux dans le cinéma, et quelques instants plus tard, elle assiste à une énorme explosion depuis son siège au premier rang. Tout le monde dans le bâtiment commence à évacuer dans la panique alors que le feu se propage hors des salles de projection, et les 2 derniers survivants descendent d'un escalator pour y échapper. Ils sont à mi-chemin quand une colonne tombe directement sur l'escalator, exposant les engrenages grinçants juste en dessous d'eux. Nick essaie de retenir sa petite amie, mais il ne peut pas la sauver. La jambe de la jeune femme se coince dedans et elle est broyée à mort. Mais soudain, à la grande surprise de Nick, il est tiré de sa vision et se retrouve à l'hôpital comme si de rien n'était. C'était une autre prémonition et il réalise qu'il a encore une chance de sauver sa petite amie avant que ça ne se produise. Ok, c'est une occasion en or qui ne se représentera jamais. Jusqu'à présent, Nick a eu 2 types de prémonitions. Il y a eu les indices qu'il a reçus au sujet du survivant condamné par la mort et les visions dans lesquelles il a vécu une catastrophe avant qu'elle ne se produise. Cette prémonition lui offre une chance extrêmement rare de sauver davantage de personnes dont il sait qu'elles vont bientôt mourir et de tromper la mort à une échelle beaucoup plus grande. Comme la catastrophe qu'il tente d'empêcher se produit à l'intérieur d'un centre commercial, il pourrait déclencher l'alarme incendie et faire évacuer le bâtiment, ce qui sauverait la vie de toutes les personnes qui devaient mourir dans l'explosion du cinéma. Des dizaines de personnes échapperaient ainsi à leur destin funeste, et elles seraient ajoutées à la liste des personnes à abattre par la mort. C'est une excellente nouvelle, parce que ça signifie qu'il y a maintenant beaucoup plus de personnes qui doivent être tuées avant vous, ce qui nous laisse le temps de profiter de la vie. Profitant de cette seconde chance, le petit ami court vers le centre commercial et se faufile dans le chantier où il aperçoit le chariot en feu à côté des barils inflammables. Il attrape un extincteur et tente d'éteindre les flammes, mais il est à court de produits pour y parvenir. Frustré, il le jette et casse un pied de table en le renversant vers l'avant. Le petit ami commence à piétiner les flammes, mais une braise s'envole vers un des tas de sciures et y met le feu au moment même où le pistolet à clous tombe au sol et se met à tirer des clous dans les barils inflammables. Nick est touché au bras et se retrouve cloué au mur. Le liquide du baril commence à se répandre et à couler vers les flammes, mais Nick a alors une idée ingénieuse. Il tire une longue latte de bois vers lui et utilise son extrémité enflammée pour activer les gicleurs d'incendie. Alors que la pièce est aspergée d'eau, les flammes se dissipent et Nick a sauvé ses amis, brisant définitivement la malédiction. 2 semaines plus tard, le petit ami retrouve les autres survivantes dans un café. Personne n'a plus jamais vu quoi que ce soit d'étrange depuis que Nick les a sauvées au centre commercial. Ils pensent tous avoir battu la mort, mais quand il baisse les yeux, il aperçoit un message gravé sur la table. C'est alors qu'il réalise que rien n'a changé. Ça a toujours fait partie du plan final de la mort. Et tout à coup, il se retourne vers la vitre et voit un semi-remorque foncer droit sur eux avant même qu'ils aient eu le temps de laisser un pourboire. Mais qu'en pensez-vous?
Comment auriez-vous battu Destination Finale 4? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!